Tzvetan Todorov. Vous êtes né en Bulgarie, vous êtes arrivé en France dans les années 60, vous êtes devenu français dans les années 70. Vous avez une première partie de votre œuvre qui était consacrée à la théorie littéraire. Et ces dernières années, notamment, vous avez aussi développé toute une réflexion qui s'est égrenée de livre en livre, comme un fil continu, sur la morale, et même la morale et la politique. Comment allier la morale et la politique. C'est pour ça que j'aimerais intituler notre rencontre « Comment peut-on être moraliste ?» en reprenant le thème, le sujet, le titre de Montesquieu, un auteur des Lumières qui vous est proche. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas si facile que cela d'être un moraliste aujourd'hui, au moment où, d'un côté, les valeurs morales socialement sont plutôt tombées un peu en désuétude, non pas forcément dans la vie courante, mais comme discours social au profit d'une libéralisation des mœurs, et de l'autre côté, en politique, le retour des valeurs morales ou de la morale proclamée est souvent, et vous en êtes un des plus fins critiques, utilisé aussi pour justifier des politiques qui elles-mêmes ne sont pas forcément toujours morales. Comme vous l'avez dit, je crois quelque part, la bombe peut être humanitaire, c'est tout de même une bombe. Et donc c'est un peu sur cette question-là, qui est très délicate. Vous avancez toujours sur une frange de cette alliance, de comment on peut penser ensemble la morale et la politique. Alors moraliste, déjà, est-ce que c'est une étiquette, vous qui êtes un peu rétif aux étiquettes, qui êtes plutôt toujours entre plusieurs domaines, entre plusieurs pays, entre plusieurs langues, est-ce que c'est une étiquette que vous pourriez revendiquer aujourd'hui? Redoutable question. D'abord, je devrais dire que le mot moraliste, si on l'applique à des personnages, des auteurs de l'histoire littéraire française, il ne désigne pas exactement des individus qui défendent certaines valeurs et qui donc incarnent la morale. Les moralistes français du XVIIe siècle, ce sont plutôt des auteurs qui réfléchissent sur la morale, qui par conséquent considèrent que l'être humain vivant en société ne peut échapper de se poser des questions morales et de se situer par rapport à des principes moraux. Et donc, il y a des différentes attitudes. Le comportement humain relève des jugements moraux aussi. Par rapport à la politique, c'est une question plus particulière parce que je trouve d'abord qu'on a raison de séparer la morale et la politique. On ne fait pas de la bonne politique en se référant à une morale qu'on veut imposer à tous, parce que cela revient à une sorte d'inquisition, à un refus de reconnaître l'autonomie des individus ou la diversité des cultures. Cela revient un peu à mener des croisades et de vouloir imposer le bien aux autres. C'est une attitude dangereuse en politique. Et puis, ce n'est pas bien non plus que la morale soit soumise à la politique, c'est-à-dire qu'on considère comme morale ce qui convient bien à telle ou telle politique. C'était un peu le cas des grands théoriciens du communisme. Trotsky, Lénine, quand ils parlaient de la morale, ils disaient « est morale ce qui aide notre combat pour imposer la dictature du prolétariat, pour faire triompher la révolution,
la morale, le moral n'était plus alors qu'un outil parmi d'autres. Donc, dans un premier temps, c'est bien de séparer les deux et de se dire, finalement, une bonne politique n'exige pas que son auteur ait été un individu particulièrement moral. Si par moral on entend la soumission aux règles sociales telles que les a transmises la tradition. Si par exemple quelqu'un à l'époque du Front populaire a imposé l'idée des congés payés pour tous, nous sommes tous très heureux que cette mesure ait été prise, nous l'approuvons, et peu nous importe de savoir si c'est lui qui l'a proposé et imposé, le faisait parce qu'il voulait le bien commun, ou parce qu'il trouvait que ça allait bien avancer sa carrière politique. C'était peut-être très intéressé de sa part, ce qui est le contraire donc de l'acte désintéressé moral, mais la politique, on le juge à ses résultats et non pas à ses intentions. Donc la morale et la politique se séparent d'emblée, sans parler du fait que la morale concerne essentiellement le comportement de l'individu et la politique concerne toujours les groupes. Une bonne politique, c'est celle qui est dans l'intérêt du groupe au nom duquel on conduit cette politique, par exemple d'une nation ou d'une union transnationale ou d'un groupe plus petit, d'un métier, de la classe ouvrière, enfin tout cela. Mais c'est toujours collectif. Cependant, je pense que cette séparation qui, en pratique, doit donc être maintenue, ne peut pas être déclarée absolue, parce que nous n'admettons pas que la politique soit purement pragmatique, qu'elle soit purement ce qui convient à un moment précis. On a besoin de s'inspirer un peu de ceux qui incarnent la politique du pays à un moment donné, parce que nous n'avons, nous autres pays et sociétés dépourvus de transcendance religieuse, de repères absolus, nous n'avons pas d'autres références que notre État. En fait, l'État nous donne un cadre qui sert de fondement aux valeurs auxquelles nous nous référons. Et il faut que les individus qui incarnent l'État à un moment donné, nous puissions les admirer un peu. Non pas comme des saints, on ne demande pas la sainteté au chef de l'État, mais on veut qu'ils mettent l'intérêt commun au-dessus de leur propre intérêt, par exemple, ce qui est un exemple d'une attitude morale. Le général de Gaulle, qui en France sert de référence à cet égard, n'était très certainement pas un individu parfait sur le plan moral, était peut-être dur avec ses proches, enfin je n'en sais rien, mais il donnait cette impression, il a su donner à ses concitoyens cette impression que pour lui, l'État, la nation, le peuple français l'emportait sur tout intérêt particulier. Et de ce fait, on lui portait une forme de respect qui ne s'est pas démenti même longtemps après sa mort. On peut voir aussi d'autres formes d'intervention de la morale dans la vie publique. J'en parle dans mon dernier livre, des individus comme Mandela,
sont un bel exemple du rôle que peut jouer le comportement moral dans la vie politique. Mandela a connu une sorte de conversion alors qu'il était enfermé en prison. Et cette conversion a consisté en une découverte, à savoir que même les êtres humains qui étaient ses ennemis, ses adversaires et même ses ennemis, étaient des êtres humains comme lui, que c'était d'une certaine manière ses frères. Et cette reconnaissance de la pleine humanité des autres, qui est le fondement de la morale, a servi de base à une politique qu'il a portée au pouvoir suprême. Parce que, d'une certaine manière, il a obtenu ce qu'il voulait, qui était le vote unifié, donc la victoire de la majorité noire, qui constituait le fort de la population sud-africaine. Il l'a obtenu non par le combat, non par la confrontation armée, mais grâce à son comportement moral. Il a montré qu'il n'était pas un individu qui cherchait à se venger, qui cherchait à punir, et du coup, on lui a servi comme sur un plateau ce qu'il aurait pu peut-être obtenir au terme de longs combats avec des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de victimes. Donc, il y a aussi des effets possibles du comportement moral en politique. Donc, on va revenir certainement sur cette manière dont vous observez, surtout dans vos derniers livres, cette alliance morale et politique dans les individus. On va y revenir un petit peu plus tard. Pour l'heure, j'aimerais bien que vous aussi vous précisiez ce que vous disiez dans début des années 1991 dans la préface à votre livre qui s'appelle « Les morales de l'histoire », où vous réfléchissiez sur cette appellation qui est aujourd'hui tombée en désuétude, qui a été abandonnée, qui était les sciences morales et politiques, puisque, comme je disais en commençant, vous êtes à cheval entre plusieurs disciplines instituées, entre l'histoire, la littérature, les études littéraires, la philosophie, et finalement vous vous revendiquez faisant des sciences morales et politiques. Et cette étiquette a été abandonnée au profit des sciences sociales ou sciences humaines. Et finalement, vous militiez pour une reviviscence, y compris dans le champ du savoir, sur ces sciences morales et politiques. C'est vrai, militer est un grand mot là en l'occurrence, mais enfin j'exprimais ma préférence au fond pour cela. Parce que cette substitution qui s'est produite à peu près à l'époque de la Révolution française, dans les cercles influencés par Condorcet, qui était le dernier des grands encyclopédistes, et en même temps la figure tutélaire de ce qu'on allait appeler les idéologues, qui était un groupe de historiens, politistes, si l'on veut, auteurs importants, qui se plaçaient à la base de ce renouveau des sciences concernant les sociétés et l'être humain, pour lesquels des termes comme sciences sociales et sciences humaines allaient être employés, notamment par et c'est dans ces milieux aussi que le jeune Auguste Comte faisait ses premiers pas. Donc, tout au long du XIXe siècle, c'est une tradition qui subsiste et qui a continué à s'imposer de nos jours. Et de nos jours, on se réclame des sciences sociales et des sciences humaines. Et finalement, le mot important, c'est science, là, en fait. Le mot important, c'est science.
vais d'abord essayer de vous répondre à la question précise sur ce moment-là, mais ensuite aussi essayer de l'actualiser un peu. Mais donc, au XVIIIe siècle, est venu un moment où on essayait de libérer la connaissance de l'humain, la connaissance des sociétés, de tout jugement. Et cela s'est déjà produit dans le milieu des encyclopédistes, mais de plus en plus fort vers la fin du siècle. Et à mon avis, c'est pour cette raison qu'on va renoncer à appeler ces disciplines sciences morales, sciences politiques, encore que on parle encore aujourd'hui de l'Académie des sciences morales, donc quelques usages anciens se sont préservés, mais en règle générale, on a remplacé cela par des termes neutres desquels le jugement est écarté. Or, il ne s'agit pas de confondre les jugements avec la connaissance, mais de plaider pour le fait qu'il y a une difficulté inhérente à ces disciplines, à savoir que c'est un être humain qui analyse un autre être humain, que la nature du sujet et de l'objet de la connaissance est du même ordre. Or, l'être humain mène une existence qui est imprégnée de part en part de valeurs, qu'elles soient des valeurs individuelles ou sociales, et il est impossible de comprendre l'être humain sans, dans l'instrument de connaissance, partager cette même proximité des valeurs. On est obligé de, pour comprendre ce que représente le monde autour de nous, on est obligé de faire appel à ce qui en nous correspond à ces caractéristiques-là. Et donc c'est ici que je voudrais rappeler une opposition, non pas un débat, le débat n'a pas eu lieu, mais une confrontation que nous pourrions faire qui concerne l'anthropologie ou l'ethnologie, comme on dit plus volontiers en France, et qui concerne la fin des années 50 du XXe siècle. J'ai été frappé de voir que celui dont l'œuvre dominait la discipline à cette époque, fin des années 50, les années 60, 70, à savoir Claude Lévi-Strauss, qui était aussi extrêmement influent justement au moment où je suis venu en France, au début des années 60, et donc dont je suivais les écrits avec beaucoup d'admiration. Eh bien, dans le livre qu'il venait de publier à cette époque, Anthropologie structurale, Lévi-Strauss militait, peut-on dire, pour une évolution des sciences sociales et particulièrement de l'anthropologie dans le sens d'une élimination de tout jugement. De tout jugement, donc aussi de tout rapport inextricable avec la politique ou avec la morale, puisqu'il n'y avait plus de valeurs auxquelles le chercheur devait se référer. Il rêvait, Lévi-Strauss rêvait à une connaissance qui se rapprocherait de plus en plus de celle des sciences de la nature. Et effectivement, pour le physicien ou pour le biologiste, on ne demande pas quelles sont ses qualités morales ou ses convictions politiques. Il voulait aussi, Lévi-Strauss maintenant, il voulait aussi qu'on se rapproche autant que possible des mathématiques,
parce que le langage mathématique permet justement d'éliminer toute intervention de la subjectivité, la maudite subjectivité qui parasitait à ses yeux, comme aux yeux de tous les savants du 19e siècle, depuis Condorcet jusqu'au présent, qui parasitait les sciences sociales, les sciences humaines, avec cette imprégnation de jugement. Or, je me suis aperçu, mais longtemps après avoir, enfin quelque temps après avoir écrit cette préface dont vous parliez de 1991, je me suis aperçu qu'il y avait eu, à la même époque que l'anthropologie structurale, une autre ethnologue française en l'occurrence, puisque c'est d'une femme qu'il s'agit, et c'est Germain Tillon, dont je ne connaissais pas les écrits sur l'ethnologie et les sciences humaines à cette époque, ce qui s'explique d'autant mieux qu'elles n'avaient pas été publiées, ces réflexions-là. Et je les ai découvertes seulement après la mort de Germain Tillon, puisque je faisais partie de l'association Germain Tillon qui s'est occupée de gérer un peu son héritage intellectuel, et donc de lire les inédits qui se trouvaient dans ses archives. Et parmi ces inédits, il y avait un petit paquet, un groupe de textes qui provenaient d'un livre qui n'avait jamais été terminé, a fortiori publié, qui s'appelait « Les apprentissages des sciences humaines ». Dans ce livre, Germain Tillon affirmait que les sciences humaines se caractérisaient par un double apprentissage. D'une part, celui du monde objectif, des informations qu'on collecte, donc dans son cas, l'observation d'une population berbère en Algérie, mais d'autre part, par la formation de l'individu même qui allait l'analyser. Parce que, observait-elle, selon que cet individu a telle ou telle formation, il interprète de manière différente ces données. Les données sont objectives, mais l'exposé scientifique, lui, n'est plus objectif. Il est la rencontre de la subjectivité d'un individu, qui est le savant, avec l'information qu'il a obtenue grâce à l'observation, à la collecte qu'il a menée pendant des années. Il y avait donc chez elle une tentative d'orienter les sciences humaines vers une reconnaissance accrue du rôle de la subjectivité et par conséquent du rôle du jugement moral, ou en tout cas de l'interprétation des comportements moraux et politiques qui sont ceux qui caractérisent les êtres humains depuis toujours. Donc cette opposition s'est maintenue tout au long de l'époque moderne. On a constamment sollicité les sciences humaines et sociales pour qu'elles se développent davantage comme les sciences de la nature, d'une part, mais d'autre part, d'autres auteurs se sont aperçus qu'il ne s'agissait pas d'un défaut, mais d'une spécificité de ces sciences qui exigeait bien une certaine discipline, une certaine rigueur dans la conduite de la recherche, mais que celle-ci devait être combinée avec une sensibilité morale et politique. Et donc, je me suis trouvé renforcé dans mes convictions d'il y a 25 ans, selon lesquelles il s'agit bien de sciences morales et politiques dans notre cas, car nous ne pouvons pas parler de l'humain en faisant abstraction de ces dimensions-là de sa vie, celle de l'être humain.
Et on ne peut pas non plus observer les idées autrement que comment elles s'incarnent dans l'histoire. Ça, c'est aussi une méthode de travail qui vous est vraiment propre. Dans votre parcours, vous avez toujours conservé cet ancrage dans l'art, dans la littérature. C'est-à-dire que vous n'abordez pas l'histoire des idées ou la morale et la politique sans cet ancrage dans l'œuvre de tel ou tel. Vous avez consacré un livre à Goya, par exemple, dont vous cherchez justement le Goya, le peintre des Lumières. Pour vous, c'est la même chose d'aller chercher, d'essayer d'étudier les Lumières chez Goya que de faire un livre sur Rousseau. C'est la même Oui. démarche. Oui, je dirais que je n'ai pas le tempérament proprement philosophique. Je Ce serait quoi, ne, le tempérament philosophique? Eh bien, c'est un tempérament qui se passionne pour l'abstraction et pour les systèmes philosophiques. Et moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir un système, déjà, je n'ai pas cette prétention, mais même de ne pas vraiment être attiré par les textes purement philosophiques, ceux qui réfléchissent vraiment en général. Je m'intéresse effectivement à l'histoire, différents types d'histoire, littérature, art visuel en particulier, la peinture, mais aussi l'histoire tout court. Parce que j'ai écrit par exemple sur la conquête de l'Amérique, qui est un des grands événements de l'histoire à la fois des sciences, mais d'abord de l'histoire militaire, de l'histoire géopolitique, de l'histoire du monde. Ou de même, quand je me suis intéressé au conflit qui a marqué le XXe siècle entre système totalitaire et forces démocratiques, j'ai cherché à le connaître à travers l'histoire de pays comme l'Allemagne ou l'Europe de l'Est ou l'Union soviétique, parce que c'est là que les idées prenaient forme. Donc je ne sais pas parler de manière purement théorique et abstraite de ce sujet. Quant à Goya ou Rousseau, Rousseau aussi est un écrivain. Il a d'ailleurs donné à ses œuvres une forme souvent tout à fait littéraire. La Nouvelle Héloïse, n'en parlons pas, ou d'autres exercices littéraires qu'aujourd'hui on ne lit plus beaucoup. Mais l'Émile, qui est un peu l'aboutissement de son œuvre, de sa réflexion, de son œuvre philosophique, se présente aussi un peu comme une fiction, et cela n'est pas indifférent à la compréhension de ces textes. Donc, si on veut comprendre Rousseau, il faut lire les textes de Rousseau. On ne peut pas juste se contenter des idées de Rousseau. Souvent, les textes, au moins à la surface, se contredisent. C'est donc d'autant plus intéressant de voir comment il parvient à surmonter ces contradictions, où se cache la clé de la cohérence de son œuvre. Mais c'est plus rare de pratiquer cet exercice avec les peintres. Et pourtant, c'est ce qui m'attire aussi vers l'histoire de la peinture. Je voudrais la lire comme une partie de l'histoire générale de l'esprit. Là aussi, je me suis aperçu, il y a quelque temps, que je n'étais pas le premier à avoir découvert cette Amérique-là, et qu'il y avait notamment un historien de l'art autrichien du début du XXe siècle, dont l'ultime livre avait été intitulé, d'ailleurs par ses disciples, parce qu'il venait de mourir,
l'histoire de l'art comme histoire de l'esprit, comme si l'un pouvait faire partie de l'autre, qu'il s'agissait de voir dans quel contexte de pensée les artistes avaient créé. Et pour ce qui concerne les Lumières, c'était un mouvement d'idées, un esprit qui touchait de près ou de loin toute la population de cette époque, y compris les peintres, mais aussi les écrivains. Et ce serait étrange qu'il n'y ait aucune trace dans une activité aussi créatrice de l'air qu'on respirait à cette époque, du monde dans lequel on vivait. Et Goya s'y prête particulièrement bien. Pour un autre peintre, ce serait un peu plus difficile de faire la démonstration de sa place dans le mouvement des Lumières, que je trouve non seulement forte chez Goya, mais aussi particulièrement originale, parce qu'il ne s'est pas contenté de refléter ou d'exprimer un esprit général qui l'entourait. Il a aussi été celui qui a su innover, transformer l'esprit des Lumières en révélant certaines ombres que les promoteurs des Lumières ignoraient la plupart du temps. Et alors, votre œuvre aussi sur la morale, elle est évidemment articulée à la question du mal et la question du bien, d'une manière pas forcément seulement symétrique d'ailleurs. Comment le bien est-il un problème? Parce que le Oui, mal, mal on le voit nous mieux. cause problème. Mais le bien, oui, dans plusieurs livres que j'ai écrits, figure le bien, parfois aussi le mal, mais pas de façon symétrique, effectivement. Et ceci pour plusieurs raisons. Commençons par le bien. D'abord, il y a ce que j'appelle la tentation du bien. La tentation du bien, c'est la tentation d'incarner ici-bas, sur Terre, dans le monde, nos rêves les plus fous, nos utopies, nos idéaux, et de considérer que tous les moyens sont bons pour atteindre le bien, le souverain bien, comme on dit en philosophie, le bien ultime. Car ce bien ultime me semble inatteignable. Et ceci à cause de l'hétérogénéité des sociétés humaines, mais aussi de l'être humain lui-même, tiré constamment par des pulsions multiples, diverses, parfois contradictoires, et qui ne s'accommode de son hétérogénéité que parce qu'il n'est pas dans l'accomplissement parfait du bien. Montaigne décrivait l'existence humaine comme un jardin imparfait. C'est pour cette raison aussi que j'ai emprunté cette formule comme titre d'un de mes livres sur la philosophie humaniste française, parce que jardin imparfait, oui, qui renonce à l'absolue perfection, laquelle risque toujours de se transformer en dictature. On pourrait dire, d'ailleurs, en inversant un adage bien connu, non pas que le mieux est l'ennemi du bien, ce qui stigmatise une attitude bien connue de toujours vouloir améliorer les choses, mais que le bien est l'ennemi du mieux. Parce que faire mieux que hier, c'est possible, mais faire le bien, atteindre le bien, incarner le bien,
c'est au-delà de nos capacités. Il y a aussi, dans un autre moment, je parlais, dans un autre titre du livre, de la fragilité du bien, pour illustrer la difficulté, les menaces constantes qui entouraient ce travail vers l'amélioration. Là, en l'occurrence, il s'agissait du sauvetage des Juifs persécutés au cours de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier dans mon pays natal, la Bulgarie, puisque la Bulgarie avait réussi à ne pas laisser déporter un seul Juif de son territoire. Mais quand j'ai essayé de voir qui méritait une récompense morale, justement un éloge pour cette méritoire action, je me suis aperçu qu'il ne s'agissait pas de celui-ci ou celui-là, du roi ou du premier ministre ou du vice-président du Parlement ou de la classe politique, enfin bref, d'aucune des forces qui intervenaient dans la vie politique de ce pays, mais de leur interaction. Et la défaillance d'un quelconque élément de cette chaîne aurait pu entraîner l'effondrement de tout le projet qui était de sauver les personnes menacées. Donc, fragilité du bien, c'est aussi une formule qui vient un peu des philosophes écrivains français. Je n'oublie pas que Rousseau parlait du frêle bonheur comme unique idéal auquel pouvaient aspirer les êtres humains, parce que le bonheur humain n'est jamais une installation durable à un état qui est destiné à perdurer, mais seulement un concours de circonstances provisoires. Est-ce que vous arrivez à mesurer, je crois que vous l'avez déjà exprimé dans plusieurs textes, la manière dont votre propre expérience d'avoir grandi et d'avoir vécu une jeunesse sous un régime totalitaire vous a rendu particulièrement sensible à cette rhétorique du bien en politique? Je pense que le rapport est direct, effectivement, là, avec ma formation initiale, qui est quand même celle de l'être humain tout entier, d'une certaine façon, puisque j'avais 24 ans quand je suis venu en France, donc j'avais traversé toute la période de formation et éducation. Je commençais ma vie active à ce moment. Et effectivement, depuis, l'une des pires caractéristiques du régime totalitaire m'est apparue précisément cette ambition ou cette pseudo-ambition d'incarner le bien et de ne pas admettre l'imperfection inhérente à tous les projets humains. J'ai beaucoup admiré pour cette raison un écrivain soviétique, russe, qui s'appelle Vassili Grossman, qui a traité de ce problème de façon un peu abstraite, un peu philosophique, dans son roman Vie et Destin, où l'un des personnages écrit un traité sur cette question. Et il pousse à bout cette logique jusqu'à dire que là où se lève l'aube du bien, les enfants et les vieillards périssent, le sang coule. Le bien, c'est en fait une menace. Ce à quoi il oppose la bonté. La bonté, c'est-à-dire
le bien, mais incarné, justement, non pas dans un grand projet social ou politique, mais dans le comportement de l'individu. Le bien qui consiste en ce qu'un individu va en aider un autre, lui tendre un morceau de pain ou l'inviter à partager son couvert, etc. Donc, je crois que vraiment la rhétorique du bien était quelque chose qui me dérangeait beaucoup et qui a certainement influencé, enfin engendré même, ma méfiance envers les grandes bonnes intentions. Les projets qui annoncent que on va régler tout en engageant telle ou telle armée, telle invasion, telle action violente, et que à partir de là, tous les problèmes seraient résolus. Je n'y crois pas beaucoup. Quant à la symétrie, oui, on a laissé un peu de côté la symétrie. Le mal, je ne parle pas du mal, il ne me pose pas autant de problèmes, mais pour autant, je ne crois pas en un mal qui serait une sorte de le diable, ou je ne sais comment dire, et qui s'incarnerait toujours le même partout. Il me semble que le mal, on l'observe tout autour de nous, mais à la différence du bien, il n'y a pas toujours un bien caché dans le mal. Alors que dans les actions qui sont censées nous apporter le bien, il faut toujours se demander à quel prix. Qu'est-ce qu'on va détruire pour construire cette nouvelle idée? Quel est l'envers de ce projet? Avec le mal, quand on assiste à la torture, quand on assiste à l'extermination de peuples entiers, on a beau chercher quel est le bien derrière cela, il y a peut-être un, mais seulement dans l'esprit de ceux qui commettent ce crime, mais non parmi les résultats de l'acte. Enfin, cette critique ou cette méfiance, disons, du bien est aussi ce qui me rend un peu prudent quand je dis que j'adhère aux idéaux des Lumières. Parce que je le dis, et c'est d'ailleurs la période de l'histoire qui m'attire le plus comme objet d'étude, mais en même temps, il y a un point dans la doctrine des Lumières qui m'inquiète parfois, mais qui est bien éclairée chez les représentants les plus lucides de ce mouvement d'idées, c'est que dans la vulgate des Lumières, dans ce qu'on peut appeler la formule un peu simplifiée, express des Lumières, il suffit de... Voilà, c'est un peu cette formule. Il suffit de bien connaître le problème, tout problème a une solution, il suffit d'une bonne volonté, on va régler tout ça et tout ira bien. Et cela, c'est un peu présent dans la pensée des Lumières, sauf que chez les penseurs les plus profonds, comme Montesquieu et Rousseau en France, mais aussi dans d'autres pays, Kant, Hume, etc., on voit qu'ils ne succombent jamais à cette illusion. Et que un Montesquieu, par exemple, imagine toujours que toute force doit être équilibrée par une autre force.
que aucun pouvoir, s'il est illimité, n'est bon. Mais cela veut dire que le bien n'existe pas à l'état pur, que tout ce qu'on peut obtenir, c'est un certain équilibre des pouvoirs et que notre contentement doit en provenir. Ou Rousseau qui nous explique que dès l'instant où nous vivons comme êtres sociaux, nous sommes contaminés par l'envie, la jalousie, le souci du regard d'autrui, mais que d'autre part, nous ne devenons humains que par le fait même de vivre en société et d'être conscients de notre existence sociale. Donc, c'est une forme de malédiction, si l'on veut, ou de tragique, qui fait que jamais on ne peut imaginer une sorte de victoire totale du bien. Cette idée que le bien peut triompher sur terre me rend très méfiant. C'était un peu l'idée de Lénine et Staline, disons, des grands leaders communistes. Mais plus récemment, j'ai retrouvé cette même idée chez les présidents des États-Unis qui disaient qu'ils voulaient mettre la puissance militaire de leur pays, qui est effectivement immense, au service de ce combat pour que triomphe définitivement le bien, que le bien vainque tous ses ennemis. Je suis tout à fait effrayé à l'annonce d'un tel programme. Donc, le bien, méfiance. Le bien, méfiance, où la seule chose à quoi on peut faire confiance, c'est aux gestes, aux individus. Depuis Face à l'extrême, qui était une étude de la vie morale dans les camps de concentration, jusqu'au dernier livre que vous avez fait paraître, qui s'appelle Les Insoumis. De plus en plus, à chaque fois, vous observez ce qu'est la vie morale, qu'est-ce que c'est que le bien, mais toujours à l'échelle d'un individu, de l'action d'un individu qui peut-être sauve une vie, apporte un peu de bienveillance là où il est. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé à vous, de finalement pouvoir décrire ce qu'est la morale pour vous à partir d'individus exemplaires? Je dirais que il ne peut être question de morale qu'en parlant d'individus. Il n'y a pas d'état moral, il n'y a pas de parti moral, de corporation. Morale. La politique n'est pas morale, la politique est bonne ou mauvaise, mais la morale peut jouer un rôle en politique, comme je le disais tout à l'heure à propos de Mandela, mais cela reste de la politique, que toute la population ait le droit de voter avec un homme, une voix, c'est un principe politique, c'est pas un principe moral. Donc, si on s'intéresse à la morale, on s'intéresse aux individus, cela est clair. Mais je me suis intéressé non pas au bien en politique, mais au mieux en politique. Et c'est la raison pour laquelle, disons, le conflit totalitarisme-démocratie m'a aussi beaucoup intéressé, ou encore les différentes formes, les différentes tendances de la démocratie, parce que je crois en ce que j'ai appelé les ennemis intimes de la démocratie, qui prennent la forme aujourd'hui d'un ultralibéralisme ou d'un néoconservatisme, c'est-à-dire des ingrédients du projet démocratique, mais qui se trouvent hypertrophiés et libérés de tout contrôle, de tout équilibre imposé par les relations avec d'autres éléments. Donc, je ne me limite pas à la seule destinée des individus. Mais lorsqu'on parle de morale, oui, je pense que là, ce sont les individus qu'il faut regarder. Insoumis
est une sorte de sequel, effectivement, Face à l'extrême, écrit il y a 25 ans. D'ailleurs, il y a plusieurs personnages qui s'y retrouvent, tels que Etikilesum, Germain Tillon, ou même Solzhenitsyn, qui ne jouait pas un rôle important dans l'ancien livre, mais qui était néanmoins présent. Mais la grande différence entre les deux est que dans Face à l'extrême, je m'interrogeais aussi sur les raisons, les formes et les raisons du comportement que nous appelons le mal, alors que dans le nouveau livre Insoumis, il ne s'agit que de personnages exemplaires, donc d'individus qui suscitent en tout cas mon admiration. Je considère effectivement que quand on s'intéresse au bien, il faut s'intéresser aux individus. Et si vous me permettez, je vais encore évoquer ma favorite, mon auteur favori ces temps derniers, Germain Tillon, parce qu'il est assez intéressant de voir que, alors que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Germain Tillon avait épousé une cause politique, qui était celle de la résistance, et qu'elle a maintenu cet attachement à la cause tout au long de la guerre. Pendant la deuxième épreuve militaire conflictuelle qui lui a été donnée à vivre, je veux dire la guerre d'Algérie, elle est arrivée à une conclusion et une attitude très différente. Car elle a trouvé qu'à ce moment, ces différents attachements, ces différentes loyautés entraient en conflit l'une avec l'autre. Son patriotisme français, d'une part, amour de la patrie, et sa profonde sympathie, comme elle disait, compassion pour le peuple algérien. Donc elle avait beaucoup de mal à adhérer, que ce soit à la thèse de l'Algérie française qui voulait qu'on réprime impitoyablement les insurgés algériens, ou aux thèses du FLN qui demandait de tuer les Français, en somme, là où on les trouvait, et notamment de pratiquer les attentats contre la population civile habitant l'Algérie, mais d'origine française. Du coup, Germain Tillon a été confrontée à ce déchirement, et la réponse qu'elle a trouvée à cette impasse a été de s'attacher désormais non plus aux causes, mais aux individus. Et donc, au cours de sa deuxième période, la deuxième période pendant son séjour en Algérie, en particulier à partir de 1957, de consacrer toutes ses forces à sauver des vies humaines, à arracher des individus à la torture, à empêcher les attentats aveugles, bref, comme elle le dit, à sauver des individus sans leur demander quelle était leur identité ethnique ou leurs convictions politiques ou morales ou autres. Elle a voulu simplement sauver des individus, quels qu'ils soient. Et grâce à ce choix, qui est un choix très radical, qui est une sorte de choix de renoncement aux politiques, elle a su garder une grande cohérence dans son comportement. Et elle a su traverser cette deuxième grande épreuve,
la guerre d'Algérie en choisissant toujours, selon le même critère, sauver les individus. Ce qui signifie aussi, elle ne le dit pas, mais ça s'impose si on la lit, qu'il y a au moins deux types de situations conflictuelles. Celle qui, comme la guerre d'Algérie, oppose ce qu'elle appelait les ennemis complémentaires, c'est-à-dire des ennemis dont chacun trouve sa justification dans la violence de l'autre, et des conflits qui ne sont pas symétriques comme celui-là, mais asymétriques, où il y a un agresseur et un autre qui se défend, un défenseur, telle la Deuxième Guerre mondiale. L'invasion de la France par l'Allemagne nazie n'était pas de l'ordre du conflit colonial contre anticolonialistes, colonialistes contre anticolonialistes. Il était possible de sortir de l'un des conflits par les pourparlers. Il n'était pas possible de le faire pour l'autre. C'était un combat à vie et à mort, et seule la violence a pu venir à bout de la violence. Et alors, dans ces portraits, Germaine Tillon, sur laquelle vous avez beaucoup écrit, vous avez aussi beaucoup veillé à ce que son œuvre continue d'être publiée. Mais il y a aussi donc dans ces portraits de personnages qui reviennent dans plusieurs de vos livres. Donc vous avez parlé de Solzhenitsyn, Pasternak, Étienne Soum, je pense en tout cas au dernier livre Insoumis. Et on sent que vous ne cessez de creuser la meilleure connaissance presque intime de ces personnages, pour arriver à comprendre, alors comprendre quoi? Le mystère qui fait qu'ils ont eu ces réactions face à l'extrême, à quoi ça tient? Voilà, c'est pas forcément des gens qui sont... Vous n'en faites pas des vides saints, non, voilà, ce ne sont pas des saints. Oui. Ils sont mus par quelque chose et vous essayez de trouver quels sont leurs points communs, même entre eux. Oui, leurs points communs, mais aussi leur parcours que je ne peux pas unifier au-delà de certains rapprochements. Il me semble difficile d'ériger des règles abstraites et de dire voilà comment il faut se comporter en toutes circonstances. Tout cela change selon les moments, justement les circonstances, les adversités que l'on rencontre. Donc je trouve que d'une certaine manière, le meilleur service que je puis me rendre d'abord à moi-même et ensuite à mes lecteurs, c'est d'observer de très près les errements, les hésitations, les impasses peut-être aussi de ces individus qui les conduisent néanmoins vers un comportement qui me paraît dans l'ensemble admirable. Et il se retrouve chez presque tous mes personnages. Aucun d'entre eux n'est un saint, c'est-à-dire comme Dostoïevski écrivant L'Idiot disait, je veux imaginer un homme entièrement bon, tel que le Christ, mais vivant aujourd'hui. Aucun d'entre eux ne correspond à une figure vraiment christique. Ils sont des êtres humains avec leurs faiblesses. Étiquile Soum est une personne qui refuse de façon assez radicale pendant la grande partie de sa courte vie, toute action politique. Elle est franchement hostile à tout engagement politique,
tant sa morale consiste à aimer le monde, et donc il est impossible de combattre quelque chose, parce que combattre quelque chose, c'est combattre la vie. Ou inversement, des personnages comme, mettons, Solzhenitsyn, qui ont su mener un combat si courageux et vaillant contre le mensonge pendant qu'il habitait son pays, l'Union soviétique, comment une certaine évolution un peu dogmatique de ses idées, une fois à l'étranger, l'a conduit vers une simplification excessive des catégories dont il se servait. Pasternak, pour prendre un autre exemple, l'auteur donc du docteur Zhivago, qui a le premier provoqué une sorte de tremblement de terre en Union soviétique en publiant à l'étranger son roman pour lequel on allait lui donner le prix Nobel. Pasternak a suivi une voie extrêmement sinueuse qui l'a conduit à certains moments à un amour quasi extatique du chef de l'État, de Staline, et qui à d'autres moments lui a fait prendre des libertés avec sa conscience ou ce qu'il croyait être la justice. Bref, chacun d'entre eux a suivi un chemin sinueux, mais nous, les êtres imparfaits que nous sommes, je crois que c'est quand même à travers la prise de connaissance de ce type de parcours que nous pouvons trouver quelques forces supplémentaires si nous voulons aller dans la même direction, plutôt qu'en suivant une règle abstraite. Donc là encore, les individus. C'est ce que vous appelez exemplaire. Parce que ce terme peut avoir une connotation un peu instituteur de la Troisième République, vous voyez ce que je veux dire. Alors que vous y tenez à cet adjectif, comment vous l'entendez, exemplaire? Je crois que j'ai repris ce mot à la rhétorique un peu ancienne, où on parle d'exemplum. C'est en somme un cas particulier qui permet de connaître en tant qu'incarné dans le vécu ce qui par ailleurs resterait un pur principe général et abstrait. Donc oui, j'écris des histoires exemplaires, mais non pas au sens que tout est bon, mais que ce sont des exemples vivants où on peut s'approcher bien mieux de ce mystère qui est le comportement humain. Et alors, moi qui vous connais depuis longtemps, je sais que vous êtes un esprit critique et sceptique, voire par moments caustique, jamais méchant. Mais ce que j'ai vu croître chez vous avec les années, c'est une vertu, une très belle vertu qu'on attribue plutôt à la jeunesse en général, c'est la vertu d'admiration. Est-ce que l'admiration, est-ce que vous reconnaissez l'admiration comme le moteur même de votre œuvre de ces dernières années? Oui, je pense que l'admiration, d'ailleurs, les anciens parlaient déjà de l'admiration comme une sorte de point de départ de la connaissance pour vouloir connaître le meilleur aiguillon, c'est l'admiration. Si on admire quelque chose, on a envie de comprendre d'où il vient. Si on déteste quelque chose, on a envie de le rejeter loin de soi et parfois même de l'ignorer pendant longtemps. J'essaye de ne pas trop obéir à cet autre réflexe,
Mais le premier me semble tout à fait naturel, oui. Et donc chercher à pratiquer des exercices d'admiration, ça me convient bien.